Je pense qu'on va pouvoir Que vous commencer. voyez les diapos là? Là, on voit les diapos, c'est parfait. On va commencer. Donc, bonsoir à tous. En tout cas, merci pour cette nouvelle soirée des jeunes internistes. Donc, ce soir, on a le plaisir d'avoir le professeur Luc Mouton, qui est chef du service de médecine interne de l'hôpital Le Cochin à Paris, et qui va nous parler ce soir de la sclérodermie. Alors, tout d'abord, la sclérodermie avec les atteintes digestives, et ensuite la sclérodermie avec l'HTAP. Professeur Mouton, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Romain, bonsoir à toutes et à tous, et donc merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je vais commencer par vous parler des troubles digestifs. Pour information, pendant le topo, je ne peux pas regarder les questions dans le chat, donc par contre, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. En pratique, j'ai quelques liens d'intérêt, mais finalement très peu. Et en plus, pour le traitement des troubles digestifs, on verra que voilà, on est plus sur des vieilles recettes que sur des traitements innovants. Et donc, je ne pense pas que ça influence le topo que je vais faire. Alors peut-être vous dresser le tableau, c'est que d'abord, la prise en charge des troubles digestifs dans la sclérodermie est une problématique qui se pose très fréquemment, puisque au moins 80% des patients vont avoir au moins à un moment des troubles digestifs. Et l'autre élément, c'est que tous les segments du tube digestif peuvent être touchés et chez un même patient, plusieurs étages sont souvent touchés. Et là, on voit bien qu'il va falloir régler assez finement, donner des objectifs sur l'étage que l'on souhaite traiter en premier. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a réglé une partie, un étage, eh bien, essayer de se consacrer à l'étage suivant. Certains collègues préfèrent aller de haut en bas, d'autres de bas en haut. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même une prise en charge qui demande une expérience et que c'est globalement quand même assez difficile et que cette prise en charge et les recommandations reposent principalement sur l'expérience, étant donné qu'il y a très très peu d'études randomisées. Et l'élément le plus utile, en fait, c'est l'interrogatoire du patient qui permet le plus souvent d'identifier l'étage intéressé. Alors, on a, nous, en France, avec les centres de référence maladies rares et la filière FAI2R, des ouvrages qu'on a rédigés. La sclérodermie systémique en 100 questions pour la sclérodermie, c'est des questions qui sont des questions que se posent les malades et qui sont relues par les associations de patients, mais rédigées par les collègues des centres de référence. Et c'est un moyen qu'on a pour commencer en fait une éducation thérapeutique, informer les patients sur le reflux gastro-œsophagien, l'incontinence anale, un certain nombre de points qui peuvent être invalidants pour nos patients. Alors je vous disais que tous les étages peuvent être touchés et c'est vraiment important de comprendre que la bouche fait partie, bien entendu, du tube digestif. Et eh bien, la bouche, elle est lésée dans la sclérodermie de façon fréquente. Le syndrome sec buccal est très fréquent, bien sûr, même en dehors d'un syndrome de Sjögren associé, la limitation de l'ouverture buccale, puis il y a des aspects d'apparence physique. Et puis, on verra que finalement, ben, l'ésophage, l'estomac, le grêle, le côlon, et puis finalement, l'anus et le rectum peuvent être touchés. Et je reviendrai à chaque fois sur les symptômes, mais vous voyez que ces symptômes sont finalement assez riches et que finalement, la fatigue est vraiment quelque chose qui peut être au premier plan chez les patients qui ont des troubles digestifs invalidants. Alors, ce qui est important, c'est que si on prend les critères de classification de la sclérodermie, eh bien, ces critères révisés en 2013, soit il y a une sclérose qui remonte au-dessus des métacarpophalangiennes et on a une sclérodermie, soit ben, on additionne des points de 7 items différents. Et ce qui est important pour vous, c'est que
l'atteinte digestive ne figure dans aucun des critères de classification. Et donc, ce n'est pas l'atteinte digestive qui va vous permettre de faire le diagnostic de sclérodermie. Ce qui est important, c'est que les conséquences majeures de l'atteinte digestive, je vous le disais, c'est la fatigue, les troubles du sommeil. Les patients peuvent présenter un amaigrissement important et ils peuvent être dénutris et avoir des carences multiples. Et clairement, ils ont une qualité de vie qui est volontiers altérée. Alors, commençons par la bouche. Cette bouche, en fait, elle est volontiers bouchée. Vous avez sur la gauche une patiente qui a une forme limitée. Elle a de nombreuses télangiectasies, mais vous voyez qu'elle a un aspect de plis radiés péribucaux qui correspond en fait à un aspect qu'on appelle un gousset de bourse, alors que le patient du côté droit, qui a une forme diffuse, a lui en fait une absence d'occlusion des lèvres, donc lui ne peut plus faire des épreuves fonctionnelles respiratoires parce que en fait ça fuit. Et vous voyez qu'il a un faciès un peu pseudo-parkinsonien, un faciès figé. Il a également de nombreuses télangiectasies. Et donc ça, c'est vraiment les lésions de sclérose du visage et de la bouche, de la forme diffuse de sclérodermie. Et on avait mis au point avec Serge Poiraudot et nos collègues rééducateurs de Cochin l'échelle de handicap de la bouche dans la sclérodermie systémique qu'on avait appelée MIS. Et on avait en fait testé ce questionnaire auprès d'une centaine de patients sclérodermiques et ensuite utilisé une deuxième cohorte de réplication. Et en gros, on avait un certain nombre d'éléments qui avaient été identifiés, des facteurs en fait d'ouverture de bouche. Quand on faisait l'analyse factorielle du questionnaire, eh bien, l'ouverture de la bouche était un élément crucial. Le deuxième élément, c'était le syndrome sec. Et donc, le syndrome sec était quelque chose d'important. Et enfin, il y avait des aspects esthétiques. Et donc, le syndrome sec, l'ouverture buccale et l'esthétique sont des problématiques importantes pour la bouche dans la sclérodermie. Et donc, par exemple, ce patient qui a une ouverture de bouche à 20 mm entre les arcades dentaires, c'est un patient qui est descendu jusqu'à 11 mm. Et ce patient a une forme diffuse de sclérodermie. C'est un patient qui, normalement, doit avoir une ouverture buccale à plus de 40 mm entre les arcades dentaires. La normale, c'est 60 à 40. Vous voyez qu'il est très invalidé. Et en pratique, cette ouverture de bouche, elle a des éléments prédictifs du pronostic et de la survie. Et clairement, un patient qui a une ouverture buccale inférieure à 30 mm a une survie diminuée. C'est un travail qu'avait mené Benjamin Chaigne dans notre centre et qu'on a publié récemment. Alors, cette limitation de l'ouverture buccale, elle vous amène à proposer aux patients une alimentation mixée, mais aussi à proposer de la kinésithérapie d'ouverture buccale, en particulier dans le mois qui précède les soins dentaires. On fait des ordonnances et on a un CD-ROM avec des mouvements privilégiés qu'on propose aux patients dans ce contexte. Et puis, les patients qui ont une limitation importante d'ouverture buccale, on va par exemple, privilégier la forme sirop pour certains médicaments quand ça existe et éviter les gélules volumineuses, les formes buvables pour certains médicaments. Et on a donc, dans une partie de la prise en charge de nos patients, une réhabilitation qui, dans une étude qu'on avait menée, était comparée entre une rééducation supervisée en hôpital de jour et puis la rééducation que l'on prescrit éventuellement chez un kiné en ville. Et l'important, en fait, c'est que l'ouverture buccale était le seul critère qui, finalement, qui était un critère secondaire de l'étude, mais qui était significativement amélioré après un mois à 3 séances par semaine en hôpital de jour et puis un autoprogramme que le patient appliquait dans les 11 mois suivants, eh bien, de toutes les atteintes, alors que toutes les atteintes étaient améliorées à 1 an, y compris le handicap global, y compris l'échelle de la main de Cochin, eh bien, l'ouverture buccale était le seul paramètre qui a persisté amélioré à 1 an. Et donc, les mouvements que l'on proposait aux patients sont des mouvements de correction de la microstomie. Le patient peut expirer sur un miroir et faire éventuellement des massages. Et puis, il y a des approches qui ont été proposées avec, par exemple, des injections de tissu adipeux,
des cellules stromales qui peuvent éventuellement contribuer à augmenter l'ouverture buccale. Alors clairement, dans le management, la prise en charge de l'atteinte orale des patients sclérodermiques, on leur demande d'avoir une hygiène orale importante, d'aller regarder s'ils ont un état odontologique correct tous les 6 mois, et puis s'occuper de l'hypocyalie en proposant de boire beaucoup d'eau et puis des substituts salivaires. Et puis, on peut leur proposer, en fait, de faire des exercices quotidiens d'ouverture de bouche. Et puis, il faut savoir qu'il y a des recommandations pour la pose d'implants chez ces patients, et notamment chez les patients sclérodermiques, on peut utiliser un certain nombre de stratégies, notamment quand on a besoin d'orthèses, on peut les faire avec plicature, ce qui permet de les introduire sur une bouche à faible ouverture. Et on avait repris ça dans le protocole national de diagnostic et de soins. De façon importante, eh bien, vous voyez ici que le reflux gastro-œsophagien est présent jusqu'à 80% des cas chez les patients, la dysphagie dans 50% des cas, et puis des distensions abdominales, douleurs abdominales 20 à 30% des cas, la diarrhée dans 20% des cas, la constipation dans 30%, et l'incontinence fécale est le plus difficile à évaluer parce que si on ne pose pas la question, souvent les patients n'en parleront pas. Donc concernant l'atteinte ésophagienne, ce qui est très important, c'est que le reflux touche jusqu'à 80% des patients, qui peut entraîner des complications qui sont fréquentes, une œsophagite, un saignement chronique. Donc, devant une anémie fériprive, c'est la première cause de saignement. Des sténoses peptiques qui sont beaucoup plus rares, mais qui peuvent se voir. Un endobrachyésophage, donc avec une muqueuse gastrique qui remonte sur la muqueuse ésophagienne, et le risque de néoplasie sur l'endobrachyésophage. Donc, c'est très important de faire la fibroscopie ésogastrique sous anesthésie générale avec un endoscope multiplan qui permet de bien voir tous les plans au niveau du sphincter inférieur de l'ésophage, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une petite lésion suspecte. Et puis, si il y a un EBO, il faut rechercher régulièrement une évolutivité délétère de cet endobrachyésophage. La manométrie ésophagienne, je vais être assez provocateur, elle ne contribue pas à poser un diagnostic parce que c'est quelque chose de fréquent dans la population générale. Et moi, en fait, je n'en prescris quasiment jamais, ou seulement dans des ambiguïtés diagnostiques. Mais finalement, ça n'est pas un examen qui m'aide beaucoup au quotidien à prendre en charge les patients sclérodermiques. La fibroscopie ésogastrique est un examen qui est très important. Je vous ai dit, elle doit être faite sous anesthésie générale, sauf dans une situation d'urgence, et elle permet d'identifier un certain nombre d'éléments. Ce qui est clair, c'est qu'elle va nous aider pour visualiser l'ésophage, mais aussi pour identifier l'estomac et le duodénum, et notamment, au-delà de l'ésophagite, des télangiectasies ou des angiodysplasies, ou des ectasies vasculaires gastriques qui vont être des sites de saignement potentiel et qui vont pouvoir bénéficier de séances de laser. Donc, c'est très important de savoir effectuer une fibroscopie ésogastrique, et habituellement, on dit que classiquement, il faut faire une fibroscopie ésogastrique dans les 5 premières années de prise en charge, et en particulier chez les patients qui ont des symptômes invalidants. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a une échelle de mesure finalement de l'altération de la qualité de vie liée en fait à l'importance des signes digestifs. En fait, ces échelles, si elles sont utiles, elles ne sont pas utilisées au quotidien dans la prise en charge des patients. Et je reconnais que ce serait vraiment idéal de pouvoir utiliser ces échelles pour arriver à envisager le handicap chez nos patients, mais malheureusement, pris par le temps, le plus souvent, on ne le fait pas. Alors, ce qui est très important pour le reflux gastro-œsophagien, c'est les règles hygiéno-diététiques et posturales. Très, très important. Là, donc, on fournit les 100 questions pour la sclérodermie. On donne un traitement antisécrétoire par inhibiteur de la pompe à protons. Moi, je vais rarement au-delà de 40 mg par jour, mais quand il y a des symptômes très importants ou une œsophagite majeure,
on va jusqu'à 80 mg, mais l'élément très important, c'est d'adjoindre un prokinétique. Et le point clé, c'est que ce prokinétique soit administré en fait 1 heure avant le repas, ce qui fait qu'il est circulant dans le sang au moment du repas et il permet d'éviter le reflux et d'être beaucoup plus actif sur la prévention des complications du reflux. Donc les règles hygiéno-diététiques, je ne vais pas vous les détailler toutes, mais elles sont très importantes à rappeler aux patients. Et par exemple, le tabagisme est un élément majorant le reflux, les boissons chaudes, l'alcool, café, le thé, et ne pas oublier qu'il est hyper important d'apprendre aux patients à fractionner ses repas. En fait, le patient a souvent une dysphagie, éventuellement une gastroparésie, et ce que j'explique à mes patients, c'est qu'il faut faire plutôt 5 repas par jour que 3, en ayant un petit déjeuner, une collation dans la matinée, un plat le midi, et puis un goûter et un dîner léger. Et donc, la diététicienne peut aider. L'éducation thérapeutique du patient, très importante, et puis savoir surélever la tête du lit. Et puis surtout, éviter en fait de se coucher dans les heures qui suivent le repas et éventuellement prendre un primpéran 1 heure avant le coucher. Alors, ce qui est important, c'est que en fait, les inhibiteurs de la pompe à protons ont été évalués dans la sclérodermie, mais il y a un manque crucial d'essais prospectifs randomisés. Et il y avait eu des essais avec les anti-H2, mais il n'y a pas d'essais prospectifs randomisés qui démontrent l'effet préventif des inhibiteurs de la pompe à protons sur le reflux gastro-œsophagien. Alors, par exemple, est-ce que, par exemple, l'utilisation au long cours du lansoprazole, donc d'un inhibiteur de la pompe à protons, va diminuer la progression de l'atteinte ésophagienne au cours de la sclérodermie? En fait, euh, il y a un effet dans cette étude qui est sur un très petit collectif de patients, mais sur un délai très court et pas de réponse démonstrative à 1 an. Alors vous allez me dire que c'est un très faible effectif, que probablement ces IPP marchent, mais il faut reconnaître que sur la base de la médecine basée sur les preuves, eh bien, on a très très peu de données et très très peu de résultats probants. Ce qui est important, c'est qu'un inhibiteur calcique, que moi personnellement j'utilise très peu, la nifedipine, c'est-à-dire l'adalate. Euh, Pourquoi je l'utilise très peu? Parce qu'il est volontiers hypotenseur et volontiers générateur d'édème des membres inférieurs, mais peut diminuer le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage et donc majorer le reflux acide. Donc c'est quelque chose à connaître et moi j'avoue que j'utilise très peu cet inhibiteur calcique. Et donc l'intérêt, c'est d'essayer de voir si on peut donner un prokinétique, et en l'occurrence la dompéridone, pour essayer d'améliorer le reflux. Et en fait, si on utilise un pansement, c'est-à-dire un médicament qui tapisse plutôt que la dompéridone, et ben on voit que dans cette étude où il y a eu cette fois-ci un peu plus de patients, mais finalement seulement 38 versus 37, et on n'arrive pas à démontrer le bien fondé de la dompéridone. Et donc, j'insiste quand même sur le fait que on prescrit à nos patients des inhibiteurs de la pompe à protons, habituellement à dose double, plus rarement qu'à dose quadruple, plus fréquemment qu'à dose quadruple, et on utilise un prokinétique euh, en étant prudent parce que tous ces médicaments vont allonger le QT, en privilégiant le primpéran plutôt que la dompéridone, qui a vraiment plus d'effets secondaires potentiels, au moins 30 minutes et idéalement 1 heure avant le repas, et en sachant qu'il faut bien expliquer aux patients que voilà, le pharmacien peut être réticent à lui délivrer. Et moi, je réserve la dompéridone aux patients qui ne sont pas significativement améliorés par le primpéran, et ces malades sont peu nombreux. Ce qui est important, c'est que il y a des complications rares qui surviennent sous IPP, qui sont liées en fait à des anomalies hydroélectrolytiques et qui correspondent en fait à des anomalies de transport du magnésium. Donc, c'est des hypomagnésémies qui sont de mécanismes rénals associés à des hypokaliémies et des hypocalcémies.
Et c'est des patients qui peuvent être extrêmement préoccupants. Et le problème, c'est que souvent, ces patients n'arrivent pas à se passer complètement d'IPP. Et on est obligé de les substituer par 3, 6, 9 comprimés de magnésium par jour, du potassium. Et donc, ça induit des situations très difficiles chez les patients qui souvent sont ceux qui ont des troubles digestifs majeurs. Alors, côté estomac, eh bien, côté estomac, c'est la gastroparésie, avec des patients qui vont avoir une satiété précoce, des nausées, et puis qui vont se réveiller à 4 heures du matin après avoir dîné à 20 heures avec des vomissements. Et ces vomissements, en fait, sont faits d'aliments non digérés. Et ça, c'est vraiment très important. Ou alors, ce sont des patients qui vont avoir une endoscopie digestive, ils sont à jeun depuis 18 heures et ils vont se faire gronder par l'endoscopie, ce qui va dire que l'estomac est plein, le patient a mangé. Et en fait, on peut confirmer la gastroparésie par un scanner ou par une manométrie, ou éventuellement par une scintigraphie gastrique, mais en fait, le diagnostic pour moi est clinique. Et puis enfin, il y a les ectasies vasculaires de l'estomac pastèque, watermelon stomach, qui sont très particulières et invalidantes. Donc pour la motilité gastrique, le primpéran peut avoir une efficacité. Le cisapride a été retiré de la pharmacopée pour sa cardiotoxicité et son prolongement, son allongement du QT. Et c'est l'érythrocine qui est vraiment le prokinétique qui, donné par voie intraveineuse, permet d'opérer du fémur un motard qui aurait eu un accident en sortant du restaurant. Ça vidange tout de suite l'estomac. La difficulté, c'est qu'au cours de la sclérodermie, on le donne per os et que malheureusement en France, le conditionnement à 125 et 250 mg, qui sont des doses pédiatriques, a disparu. Et donc, il existe encore des sachets à 500 mg, mais 500 mg et au-delà, ça n'est plus prokinétique. Donc, il faut prendre un sachet et le diviser en 3 et prendre une dose matin et soir. Et il faut le prescrire en mettant jeudi parce que sinon, le pharmacien ne délivre pas le médicament, estimant que c'est une posologie pédiatrique pour un adulte et que le médecin a dû se tromper. Donc tout ça se trouve dans le PNDS. Et malheureusement, après quelques temps, il n'y a plus d'efficacité. Il y a une tachyphylaxie. On peut perdre l'efficacité de l'érythrocine. Et donc, s'il y a une gastroparésie en échec d'érythrocine, eh bien, on a d'autres solutions. Mais parmi les autres solutions, eh bien, il y a la possibilité de donner des médicaments, notamment de l'acide clavulanique contenu dans l'augmentin, qui a des propriétés prokinétiques. Alors, vous avez ici l'estomac pastèque avec son aspect endoscopique. Et cet estomac pastèque, en fait, il peut saigner et c'est vraiment un problème majeur. Et le traitement de l'estomac pastèque, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons à forte dose, des traitements par laser YAG endoscopique, et puis malheureusement, quelquefois, en cas d'échec, on peut être amené à faire une entrectomie, et puis on est obligé de faire des endoscopies itératives pour arriver à traiter par laser toutes les nouvelles ectasies vasculaires. Et donc, les patients peuvent développer une hémorragie aiguë, c'est une des urgences au cours de la sclérodermie, et donc soit dans le cadre de télangiectasie colique qu'on n'a pas encore abordé, soit dans le cadre d'une œsophagite ou d'une atteinte gastrique. Le malade peut nécessiter en fait de très fortes doses d'IPP, une transfusion, un traitement par laser et quelquefois une chirurgie en urgence. Alors, on arrive à la partie la plus difficile qui est le grêle et le côlon. Et ça, c'est l'atteinte donc de l'intestin grêle, qui est en fait la pseudo-obstruction intestinale chronique. Donc le malade va avoir des douleurs abdominales, des nausées, éventuellement des vomissements, et puis quelquefois en fait, il a une constipation tenace, et quelquefois cette constipation tenace est suivie en fait de diarrhées répétées, correspondant en fait à des diarrhées liquidiennes multiples, et c'est en fait, dans ce contexte, qu'on a une pullulation microbienne de stase avec un hypopéristaltisme. Et cette pullulation microbienne va entraîner une diarrhée et une malabsorption. Et ce syndrome de malabsorption va toucher 10 à 25% des patients. Alors, autrefois, on faisait un transit du grêle qu'on ne fait plus aujourd'hui. On fait un scanner abdominal. Mais ce qui est important, c'est que on a la situation d'une occlusion, donc il ne faut surtout pas opérer le malade. Il faut éliminer une cause chirurgicale en recherchant une bride.
Il faut surtout, et c'est très important, mettre le malade en aspiration gastrique. On a encore vu ce matin dans le service une patiente qui n'a jamais été mise en aspiration, et ça c'est très important. Prescrire de l'octréotide par voie sous-cutanée, qui est un prokinétique du grêle, en commençant à 50 microgrammes, en montant éventuellement jusqu'à 100, jamais au-dessus de 200. Et surtout, c'est des malades qui peuvent avoir des pneumatoses kystiques, avec des kystes sous-muqueux qui peuvent en fait se perforer, et on peut avoir des pneumopéritoines. Et il faut surtout éviter d'opérer ces malades, parce que c'est des malades qui font des complications chirurgicales multiples. Alors, vous avez ici des images assez démonstratives avec, donc, vous avez ici une distension colique majeure. Vous avez ici des images, vous voyez, de distension donc du grêle. Et puis, vous avez dans la pseudo-obstruction, en fait, vous avez une situation qui peut être extrêmement préoccupante avec un état de dénutrition majeure. Et c'est vraiment l'octréotide qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Je rappelle que l'octréotide à 600 microgrammes par jour, c'est un médicament qui va diminuer les sécrétions digestives et qu'on donne dans les carcinoses péritonéales. Donc surtout précisez bien la dose, parce que plusieurs fois je me suis retrouvé avec des patients qui étaient en fait à des doses oncologiques d'octréotide. Ce qui est très important, c'est que les prokinétiques, donc c'est le méthoclopramide, le primpéran pour la partie de l'estomac, l'octréotide pour le grêle, et puis après, c'est éventuellement d'autres médicaments qui peuvent être prescrits, en sachant que c'est des médicaments qui sont moins actifs, notamment la pyridostigmine. Les mesures diététiques, c'est des régimes pauvres en fibres, pauvres en graisse et un fractionnement des repas. Et il faut savoir mettre le malade en hydratation intraveineuse, éventuellement passer par la nutrition parentérale. Et puis, dans le cas où il y a une diarrhée, comme dans le syndrome de Landsborg, la pullulation microbienne, eh bien, il faut savoir prescrire des antibiotiques. Et là, en fait, on bénéficie d'un nouvel antibiotique, la rifaximine, mais en fait, il y en a plein. Et juste vous dire que le niveau de preuve de l'efficacité de ces antibiotiques dans la pullulation microbienne est très faible. Et il n'y a aucune étude spécifique à la sclérodermie qui ait été effectuée sur un nombre suffisant de patients. Vous voyez, finalement, des études qui répondent à tous les critères, il n'y en a quasiment pas. Et ce qui est très important, c'est que vous avez 8 antibiotiques à disposition. Vous allez les utiliser pendant une semaine avec 3 semaines de wash-out et utiliser un deuxième puis un troisième antibiotique. Et vous allez demander aux patients de tester. Excusez-moi, professeur Mouton, votre micro est coupé. Professeur, Professeur votre Mouton? micro, il est coupé. Je crois qu'il ne nous a pas entendu. Non. Alors, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi mon micro s'est coupé. Il est coupé depuis longtemps? Ça va faire Non, 30 professeur, secondes. sur les 2 dernières planches. Pardon. Pas de souci. Merci beaucoup. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir utiliser l'alimentation parentérale sur un cathéter veineux central, souvent un PICC line, éventuellement avec des verrous antibiotiques. Et surtout, il faut savoir mettre le patient dans un réseau national de nutrition parentérale. Cette nutrition parentérale, elle peut éventuellement au début être unique chez un patient, par exemple en aspiration gastrique, puis après, elle peut être en complément d'une alimentation entérale et ça permet vraiment de passer un cap chez des patients qui peuvent être très dénutris. Les complications coliques, c'est encore plus difficile parce qu'on a beaucoup moins de prokinétiques pour le côlon.
Et c'est des malades qui ont un mégacolon, qui peuvent avoir des diverticuloses, mais surtout qui vont avoir éventuellement des télangiectasies qui saignent, des angiodysplasies. Et puis ces malades, en fait, on va leur donner des régulateurs du transit, des médicaments qui augmentent le bol fécal, mais surtout c'est le prucalopride, qui est un traitement qui est arrivé il y a 2 ans, mais qui n'est malheureusement pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est à peu près 100 à 130 euros par mois pour les patients de leur poche, mais j'ai des patients qui n'étaient améliorés par aucun médicament et qui sont vraiment améliorés par le prucalopride. Et donc, je ne vais pas détailler trop, mais ce prucalopride donne une vraie perspective aujourd'hui. Et je finirai par l'atteinte de l'anus et du rectum, qui en fait est à l'origine d'une incontinence anale. Cette incontinence anale, en fait, elle est en rapport avec un sphincter qui est hypotone. Et il y a éventuellement une rééducation à proposer pour arriver à retrouver finalement la sensation et la continence du sphincter, mais quelquefois c'est quelque chose de très difficile et donc souvent en fait il y a une composante de stase et donc c'est des médicaments qui augmentent le bol fécal qui peuvent diminuer l'incontinence. Bien sûr, il faut vérifier qu'il n'y a pas par ailleurs une cause de diarrhée. Il y a la kinésithérapie de réhabilitation, le biofeedback, et puis quelquefois des neurostimulations sacrées qui peuvent être proposées. Et puis, je finis avec finalement l'atteinte hépatique la plus fréquente. Il y a des hépatites auto-immunes, mais qui sont rares. Mais par contre, la cholangite biliaire primitive est une atteinte hépatique qui correspond en association à la sclérodermie au syndrome de Reynolds. En fait, ces malades en fait, ont une hépatopathie qui peut évoluer vers la cirrhose. Et il faut en fait, c'est très important, leur prescrire de l'acide urso-désoxycholique. Et en fait, on a rapporté que plus tôt on débute l'acide urso-désoxycholique, moins on a d'évolution vers la cirrhose dans un travail qu'on avait publié avec Benjamin Shea. Et donc, en résumé, les éléments clés de l'atteinte digestive de la sclérodermie, c'est l'alimentation mixée à moins de 20 mm d'ouverture buccale, bien associer un prokinétique à un inhibiteur de la pompe à protons pour le traitement du reflux, savoir faire une fibroscopie ésogastrique dans les 5 ans suivant le diagnostic de sclérodermie et en cas de point d'appel digestif, penser à la gastroparésie en cas de vomissement tardif, à donner des prokinétiques de l'estomac, notamment l'érythrocine, qui sont différents du prokinétique de l'œsophage qui est le primpéran. Savoir que les prokinétiques de l'estomac et du grêle se donnent à faible dose, et en particulier l'érythrocine à très faible dose, que en cas de constipation, il faut arriver à ce que le malade vienne et en occlusion, on fait le scanner qui dit si c'est le grêle ou le côlon qui est le siège de l'occlusion. Et en cas de diarrhée, savoir faire un traitement d'épreuve de la pullulation. Et puis, j'ai un topo qui s'appelle « Comment aggraver un malade sclérodermique en 10 leçons ». Et parmi les éléments clés, il y a le fait qu'il ne faut jamais opérer un malade sclérodermique en occlusion, parce que sinon, après, il aura une occlusion sur bride de temps en temps, et puis l'occlusion en rapport avec son atteinte du grêle. Et il ne faut pas dépasser les doses maximales d'érythrocine et d'octréotide, sinon on a un effet inverse de l'effet escompté. Et donc, s'occuper de patients sclérodermiques, ça rend humble, c'est difficile, ça demande d'avoir beaucoup d'attention aux patients, de bien l'interroger, d'ajuster les traitements. Il faut être à l'écoute, les patients peuvent nous écrire, nous faire un rapport de comment marchent les traitements antibiotiques. Il ne faut pas attendre la consultation suivante dans 4 mois pour changer un traitement qui ne marche pas. Le plus souvent, on se base sur des recommandations d'experts qui reposent finalement sur de l'expérience plus que sur des données cliniques. Il est très, très important de regarder les horaires et les doses des médicaments. Il ne faut pas hésiter de dire aux patients de mettre des alarmes sur son téléphone. Il faut faire la promotion du PNDS de la sclérodermie, édité par la Haute Autorité de Santé et rédigé par les centres de référence. Et il ne faut surtout pas dire aux patients qu'il n'y a pas de traitement de la sclérodermie systémique. Ce n'est pas vrai. Il y a des traitements, mais ces traitements nécessitent du temps, de l'énergie, mais on arrive à améliorer nos patients. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie pour votre attention.
J'ai peut-être été déjà un peu trop long. Merci beaucoup, professeur Mouton. Si vous voulez, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on vous fait les questions à la fin des D'accord. topos, si ça vous convient. Bien sûr. Parfait. Si vous voulez, vous pouvez commencer dès maintenant aussi à mettre dans le chat vos questions, si vous voulez. On pourra les lire à la fin. Donc, dans le deuxième topo, on m'a demandé de vous parler de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une atteinte qui est particulière par le fait qu'elle touche les artérioles pulmonaires. Et en fait, il est très important de considérer que le dépistage se fait par une échographie cardiaque annuelle, mais le diagnostic ne peut pas se passer d'un cathétérisme droit. Et ce cathétérisme droit, il permet de faire la preuve de l'hypertension artérielle pulmonaire avec une pression artérielle pulmonaire moyenne qui est supérieure à 20 mm de mercure. Et ça, c'est la nouvelle définition de 2018. Préalablement, c'était 25 mm de mercure. Mais pas seulement. Il faut également que la pression capillaire bloquée soit basse, inférieure à 15 mm, et que les résistances vasculaires pulmonaires soient inférieures à 2 unités Wood. Et ce qui est très important, c'est qu'on fait toujours un test de remplissage au cours du cathétérisme droit parce que le patient sclérodermique qui peut avoir une insuffisance de relaxation en diastole du ventricule gauche va mal supporter cette épreuve de remplissage et ça va nous permettre de démasquer une insuffisance ventriculaire gauche après le remplissage avec une pression artérielle d'occlusion qui va monter au-dessus de 15. Alors, ce qui est très important, donc, c'est ça, en fait, c'est d'arriver à définir ce qu'est une hypertension pulmonaire post-capillaire avec une pression artérielle pulmonaire d'occlusion supérieure à 15 mm de mercure, d'une hypertension pulmonaire pré-capillaire avec une pression capillaire bloquée qui est basse, et puis il y a des patients qui ont des combinaisons, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une atteinte pré-capillaire et une atteinte post-capillaire. Et ça, c'est possible au cours de la sclérodermie. Et donc, c'est très important parce que dans la classification des hypertensions pulmonaires, il y a les hypertensions pulmonaires du groupe 1, ce qu'on appelle l'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, c'est l'artériole pulmonaire qui est anatomiquement lésée. Il y a en fait l'hypertension pulmonaire post-embolique, où là, il y a des anomalies anatomiques dans les artérioles pulmonaires avec un aspect d'arbre mort. Il y a les patients qui ont une hypoxie chronique, qui vont avoir une vasoconstriction et donc une atteinte finalement du capillaire qui va retentir sur l'artériole. Ça, c'est tout ce qui est pathologie pulmonaire chronique, fibrose pulmonaire. Et puis, il y a les atteintes donc du cœur gauche, et ça, c'est les HTAP du groupe 2. Et puis, on verra qu'il y a une atteinte très rare qui s'appelle la maladie véno-occlusive pulmonaire. Et donc, finalement, les connectivites, et en particulier la sclérodermie, elles peuvent être à l'origine d'une HTAP, mais aussi d'une cardiopathie gauche, mais aussi d'une atteinte pulmonaire fibrosante. Quand il s'agit d'un chevauchement avec un lupus, on peut avoir un syndrome des antiphospholipides et une hypertension pulmonaire post-embolique ou des mécanismes plus complexes. Ce qui est important, c'est que 15% des HTAP du groupe 1 sont le fait de connectivites et que parmi les connectivites, qui représentent donc 15% de ces atteintes, eh bien, 75% vont être des sclérodermies et 2/3 d'entre elles vont être des sclérodermies limitées. Et ce qui est important, c'est que finalement, le paysage des répartitions des causes d'hypertension pulmonaire au cours des connectivites n'est pas du tout le même en Occident et en Asie. Et en pratique, en Occident, la majorité des hypertensions pulmonaires sont le fait de la sclérodermie, alors que c'est une minorité de patients en Asie, mais la sclérodermie est moins fréquente en Asie qu'en Europe ou aux États-Unis. Et en revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hypertension pulmonaire du lupus, du Sjögren ou des connectivites mixtes en Asie qu'il n'y en a en Occident. Et notamment, il y a des séries de jusqu'à plus de 300 patients lupiques avec HTAP qui émanent de Chine,
alors qu'en France, par exemple, la plus grosse série, c'est 50 patients. Et donc, il y a des facteurs génétiques et environnementaux qui interviennent et qui font probablement contribuer à expliquer ces prévalences vraiment différentes. Alors, la physiopathologie, assez rapidement, il s'agit d'un remodelage de la média et de l'intima avec une prolifération. L'adventice est le siège d'une réaction immune à médiation cellulaire avec probablement présentation d'antigènes. On avait contribué, le groupe de Marc Imbert a énormément contribué à étudier la partie inflammatoire dans l'hypertension pulmonaire idiopathique et des différents mécanismes. On a publié beaucoup sur des auto-anticorps, anticellules endothéliales, anticellules musculaires lisses vasculaires et antifibroblastes qui sont présents au cours de ces maladies, et notamment les anticellules musculaires lisses vasculaires qui contribuent à augmenter la contractilité et la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires. Et puis le groupe de Marc Imbert, en collaboration avec un groupe belge, a bien montré, c'était Frédéric Perros, qu'il y a des follicules lymphoïdes tertiaires dans la paroi finalement des artérioles pulmonaires et qui sont une preuve indirecte de le caractère antigène-driven de la réponse immune dans l'adventice des vaisseaux artériolaires pulmonaires des patients atteints de sclérodermie. Donc, il est classique de dire que l'HTAP, c'est un lambeau de connectivité. Alors, depuis 2013, l'hypertension pulmonaire constitue un des critères qui peut aider à classer un patient comme ayant une sclérodermie systémique. Donc, ça, c'est très important. Et un élément clinique qui est très important et qu'on a encore discuté à la visite ce matin, c'est que c'est le groupe de Fred Wigley qui avait rapporté ça le premier. En fait, plus on a de télangiectasie, plus le risque de développer une hypertension pulmonaire est élevé. Et donc, chez vos patients qui ont un nombre de télangiectasie qui augmente avec le temps, eh bien, il faut penser à rechercher d'autant plus une hypertension artérielle pulmonaire. Vous avez, en fait, je vous le rappelle, des sclérodermies systémiques limitées avec une atteinte cutanée très modeste et des atteintes viscérales peu fréquentes, même si elles existent. Atteinte interstitielle pulmonaire, atteinte digestive basse, hypertension pulmonaire. Et puis, vous avez des formes diffuses avec une atteinte cutanée maximale en 2 à 4 ans qui diminuera ensuite et des atteintes viscérales qui vont s'additionner. Et l'hypertension pulmonaire, même si on dit qu'elle est plus classique dans les formes limitées et tardives, elle peut exister plus précocement et éventuellement en association avec une atteinte interstitielle pulmonaire, en particulier dans les formes diffuses. Et aujourd'hui, dans cette étude de l'Eustar, eh bien, l'hypertension pulmonaire reste une cause fréquente, la deuxième cause de décès au cours de la sclérodermie, les deux premières causes étant les atteintes pulmonaires fibrosantes et l'hypertension pulmonaire. Alors, les études de prévalence ont montré que c'était en fait entre 7 et 12% des patients sclérodermiques qui développaient une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, cette prévalence est assez élevée. Et ça, c'est basé sur des cathéters droits. Et on sait que la mesure de la fuite tricuspidienne permet de sélectionner les patients qui doivent avoir un cathétérisme droit. Et les patients qui n'ont pas d'autre cause à l'aggravation de leur dyspnée et une vitesse entre 2,8 et 3 vont avoir un cathétérisme droit. Et ce qui est important, c'est que ce cathétérisme droit, eh bien, il va identifier une hypertension artérielle pulmonaire précapillaire dans plus d'un cas sur deux, mais il va être aussi capable d'identifier eh bien, qu'il y a des patients qui n'ont pas d'HTAP et des patients qui ont une insuffisance ventriculaire gauche. Et ça, c'est important dans l'étude itinéraire sclérodermie. Eh bien, Pascal de Grotte et Eric Achula ont bien montré eh bien, qu'il y avait une proportion importante de patients qui ont une atteinte diastolique du ventricule gauche et que ces patients-là, en fait, eh bien, ils vont avoir une hypertension pulmonaire qui correspond en fait à une hypertension pulmonaire post-capillaire. Et donc, c'est une insuffisance cardiaque et pas une atteinte anatomique des artérioles. Alors, une autre étude, et je ne vous montrerai pas toutes les études qui évaluent la prévalence de l'HTAP au cours de la sclérodermie, c'est l'étude DETECT qui est anglaise et américaine et qui s'est intéressée à des patients qui ont une DLCO inférieure à 60%. En fait, c'est un screening d'un collectif très important de patients, de 400,
qui va aller jusqu'à dépister chez 200 patients par cathétérisme droit une HTAP qui sera finalement confirmée chez 69 d'entre eux et qui va donner lieu à un algorithme qui va permettre d'identifier le pourcentage de capacité vitale forcée prédite sur la DLCO prédite, la présence passée ou présente de télangectasie, des anticorps anticentromères, le taux du NT-proBNP, le taux d'acide urique et la déviation de droite de l'ECG. Il y a un algorithme qui vous aide à dire si oui, il faut faire une échographie transthoracique ou pas. C'est élaboré dans des pays où on ne fait pas systématiquement l'écho. Et s'il y a une dilatation de l'oreillette droite et une fuite tricuspidienne, eh bien oui, on va faire un cathétérisme droit si l'algorithme détecte vous le dit. Et donc, je vous ai dit, c'est finalement 69 sur 200 malades qui ont eu un cathé droit qui ont une HTAP, donc c'est une proportion assez faible. Et cet algorithme détecte qui avait été élaboré avec les anciens chiffres de PAP moyenne supérieure à 25, eh bien, est un algorithme qui a été testé par Oliver Distler et Eric Achula avec les nouveaux critères. Et on voit que cet algorithme détecte est encore pertinent, même si sa sensibilité est un peu diminuée avec la définition 2022 et surtout sa spécificité reste faible avec une spécificité de l'ordre de 50%. Alors, très important, c'est que il faut savoir que dans la sclérodermie, quand vous suspectez une embolie pulmonaire, les D-dimères, en fait, sont élevés chez presque la moitié des patients sclérodermiques. Et ça, indépendamment d'une embolie pulmonaire. Et l'élément le plus fréquemment associé, c'est l'atteinte macrovasculaire. Donc, je me permets de vous dire ça, c'est que souvent, quand il y a une hypertension pulmonaire, on se pose la question de l'embolie pulmonaire, est-ce qu'il faut faire un angioscan? Malheureusement, nos patients sclérodermiques qui arrivent aux urgences, eh bien, ils ont souvent des D-dimères augmentés, donc ils vont souvent avoir droit à un angioscanner, alors qu'en fait, les D-dimères auraient pu ne pas être faits. Alors, le pronostic est pauvre au cours de la sclérodermie et l'hypertension pulmonaire de sclérodermie a une beaucoup moins bonne survie que la forme idiopathique. Et encore dans des études assez récentes, c'est 50% de survie à 3 ans au cours de l'HTAP de la sclérodermie. Et si vous prenez là des patients lupiques, des patients ayant un Sjögren ou des patients sclérodermiques avec hypertension artérielle pulmonaire, dans cette étude chinoise, vous voyez que le plus mauvais pronostic est à la sclérodermie systémique avec HTAP. Et l'élément important dans l'étude d'itinéraire sclérodermie, c'est que si vous prenez des patients qui sont suivis régulièrement pour leur sclérodermie et qui ont un dépistage de l'HTAP, ben vous voyez quand on les dépiste, la survie est plutôt bien meilleure que lorsqu'on prend des patients qui n'avaient pas été dépistés préalablement et chez qui, en fait, l'identification d'une sclérodermie qui survient en même temps que l'HTAP fait que malheureusement le pronostic de la prise en charge de cet HTAP est beaucoup moins bon. Alors, très clairement, je vous ai dit la prévalence c'est de l'ordre de 8% de l'HTAP dans la sclérodermie et finalement l'incidence chaque année c'est 1,37% patients année avec un cas sur deux une hypertension artérielle pulmonaire, donc précapillaire, et un cas sur deux une postcapillaire. Et vous voyez ici que plus de patients avec une forme diffuse que des patients avec une forme limitée, c'est juste pour vous dire que, eh bien, on pense que c'est toujours les formes limitées qui font l'HTAP, mais en fait, il y a 70 patients avec une forme limitée versus 30 avec une forme diffuse dans la plupart des séries. Et en fait, les formes diffuses ne font pas moins, au contraire, d'HTAP que les formes limitées. Les éléments de comorbidité, les patients sclérodermiques sont plus âgés quand ils ont une HTAP, ont volontiers une atteinte myocardique, une atteinte musculo-squelettique, une fibrose pulmonaire et éventuellement une maladie véno-occlusive. Et là, cette diapositive pour vous montrer un syndrome qu'on appelle le syndrome emphysème-fibrose. Ce sont des patients fumeurs qui ont un emphysème des apex, qui vont développer une fibrose des bases. Si je vous en parle là, c'est que ces patients-là, d'abord, sont des patients qui ont un pronostic sévère, qui peuvent faire des pneumothorax, qui vont en fait souvent avoir besoin d'une transplantation bipulmonaire. Et on avait rapporté avec Nicolas Champtiot que ces patients développent dans un cas sur deux une HTAP. C'est 4% de notre cohorte de patients sclérodermiques et c'est des patients avec un pronostic sévère.
Et vous voyez ici que fibrose pulmonaire sans syndrome emphysème fibrose, le pronostic est bien meilleur que dans le syndrome emphysème fibrose. Deuxième élément, la maladie véno-occlusive pulmonaire. En fait, là, vous avez des atteintes des artérioles sur des explants pulmonaires de patients ayant une HTAP de connectivite. Et là, vous voyez des atteintes vénulaires. Ces atteintes vénulaires sont à l'origine, en fait, d'un leurre et d'une mauvaise évaluation de la pression capillaire bloquée. Et en fait, ces malades, quand on leur donne des vasodilatateurs, se mettent en OAP. Et en fait, quand on regarde ce patient qui avait déjà un peu du verre dépoli patchy, eh bien, quand on regarde le résultat de la mise en route du traitement de l'HTAP, on voit que sont apparus des épanchements pleuraux, il y a du verre dépoli diffus, éventuellement des adénomégalies médiastinales, et on peut détecter préalablement chez ces malades des petits signes que sont des lignes septales, du verre dépoli diffus et des adénomégalies médiastinales qui laissent penser qu'il y aura probablement une maladie véno-occlusive pulmonaire. Et c'est le travail qu'avait mené le groupe de Bicêtre en collaboration avec lequel on avait travaillé et qui trouvait en fait des signes d'imagerie. Et quand il y a deux signes d'imagerie de maladie véno-occlusive pulmonaire, même si la maladie véno-occlusive pulmonaire n'est pas identifiée, eh bien, on voit que la survie est beaucoup moins bonne dans la sclérodermie. Quelques mots de traitement, mais ce n'est pas l'objectif principal du topo. Il y a trois voies principales d'action des thérapeutiques proposées dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou associée aux connectivites. La voie de l'endothéline avec le blocage des récepteurs de type 1 et 2 de l'endothéline. La voie du NO avec des traitements qui vont agir sur l'oxyde nitrique et des inhibiteurs de la phosphodiéthérase de type 5 et puis des analogues de la guanidylate cyclase, et puis les traitements qui vont agir sur la voie des prostacyclines. Et ça, ce sont les traitements classiques. Et puis, de façon plus récente, eh bien, le blocage de la voie de l'activine avec le sotatercept qui semble apporter des progrès majeurs dans la prise en charge des hypertensions artérielles pulmonaires idiopathiques et associées aux connectivités. Et donc, le sotatercept, dans une étude de phase 2, puis une étude de phase 3 de New England Journal of Medicine publiée en 2021 et 2023, eh bien, dans cet essai prospectif randomisé, on voit que sur un index composite, les patients qui ont du sotatercept en plus de deux autres thérapeutiques vont avoir en fait une amélioration du test de marche de 6 minutes et vont avoir un pronostic clairement amélioré. Et donc, aujourd'hui, les nouvelles recommandations thérapeutiques dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou associée aux connectivites, eh bien, c'est quand il n'y a pas de risque de forme grave, eh bien, c'est une combinaison d'inhibiteurs des récepteurs de l'endothéline, volontiers le bosentan dans la sclérodermie, et d'inhibiteurs de PDE5, sildenafil, taladafil. S'il y a un très haut risque, on fait une trithérapie. Et puis après, on va évaluer par cathétérisme à 3-4 mois l'effet des thérapeutiques. Et puis, je ne vais pas détailler, mais si on est en échec de la quadrithérapie, on va aboutir éventuellement à une transplantation pulmonaire. On ne donne plus d'anticoagulants aux HTAP de la sclérodermie parce que les malades font plus de complications hémorragiques et ont une survie moins bonne. Et les mesures de soutien sont très importantes. Un entraînement physique supervisé, le soutien psychologique, les vaccinations, les diurétiques, l'oxygénothérapie, la correction d'une carence en fer, la prévention des grossesses, très très important, et puis les conseils pré-transplantation. Au cours de la sclérodermie, eh bien, en l'absence de contre-indications qu'on peut aborder dans les questions, une atteinte ésophagienne sévère, une atteinte vasculaire sévère ou une autre atteinte viscérale sévère, eh bien, un patient sclérodermique peut bénéficier d'une transplantation bipulmonaire et sa survie à ce moment-là est la même que s'il avait été transplanté pour une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc finalement, quels sont les messages dans ces atteintes vasculaires pulmonaires de la sclérodermie? C'est 8 à 12% des patients sclérodermiques, une incidence quand même faible, 0,6%, la détection par échodoppler, la confirmation par cathétérisme droit, le pronostic qui reste aujourd'hui réservé
des traitements qui sont aujourd'hui des traitements combinés et un nouveau traitement qui va devoir être évalué dans la sclérodermie, mais qui n'est pas encore clairement évalué dans ce sous-groupe de malades, le sotatercept, la transplantation bipulmonaire, et puis, de façon importante, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelquefois dans les syndromes de chevauchement la possibilité, notamment dans l'association avec un lupus, eh bien, d'une forme inflammatoire qui pourrait avoir nécessité d'un traitement corticoïde ou immunosuppresseur, une atteinte précapillaire qui peut être associée à une atteinte postcapillaire, donc pas évident. En fait, une atteinte interstitielle pulmonaire qui peut compliquer également les choses, et notamment le traitement de l'HTAP, parce qu'à ce moment-là, il y a des effets chintes qui se créent, et la maladie véno-occlusive pulmonaire, qui est de prise en charge thérapeutique très difficile et qui souvent requiert une transplantation bipulmonaire. Et donc, la prise en charge de l'HTAP de la sclérodermie n'est pas une affaire simple. Ce sont des patients qu'il faut éduquer, aider et qu'il faut protéger des surinfections.